L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Ayachi, bonjour. Bonjour à vous-même et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le Maroc, il maintient le statu quo dans le dossier ou concernant le dossier sahraoui. En plus de toutes les violations commises depuis maintenant plusieurs décennies, le Makhzen interdit l'accès au territoire occupé aux journalistes, aux militants des droits de l'homme. Plusieurs ont été expulsés ces derniers jours donc des territoires sahraouis. Une énième violation, monsieur Ayachi. Tout à fait. Puis vous avez prononcé un terme qui lui-même d'ailleurs constitue l'essence même de la stratégie du régime marocain en ce qui concerne la colonisation du Sahara occidental, c'est le statu quo. Le Maroc travaille beaucoup pour le statu quo parce que du fait que ce statu quo, ça lui permet de mener une fuite en avant, c'est-à-dire de pérenniser le fait accompli au Sahara occidental. Il y est, pendant ce temps-là, bien sûr, le peuple sahraoui souffre le calvaire dans l'exil et au niveau des territoires occupés. Et puis, vous me parlez de donc c'est cette interdiction d'accès au territoire du Sahara occidental qu'exercent les régimes marocains contre pratiquement toutes les catégories de visiteurs, que ce soit les juristes internationaux, les avocats des prisonniers politiques, les parlementaires du Parlement européen et de certains pays aussi, etc. Tout simplement pour qu'ils ne soient pas les témoins de ces violations perpétrées par l'administration marocaine d'occupation contre les civils sahraouis, et puis de ne pas se rendre compte qu'il y a des civils sahraouis qui manifestent pacifiquement pour revendiquer les droits qui leur sont reconnus par le droit international. Le régime marocain qui applique aujourd'hui la même politique que son allié sioniste en essayant de cacher ces violations, de les dissimuler, toutes ces violations du droit international. Tout à fait. Il en prend même des leçons puisque de toute façon le régime sioniste a une certaine ancienneté, une certaine expertise en la matière de colonisation. On voit très bien ce qui se passe avec le peuple palestinien et cela depuis 75 ans maintenant. Et maintenant que le régime marocain a normalisé avec l'entité sioniste et qui sont devenus des véritables complices, nous assistons à une parfaite superposition des deux régimes dans leur mode opératoire, ce qui concerne pour l'un le peuple palestinien et pour l'autre le peuple sahraoui. Et c'est ainsi donc que, prenant de leçons chez son criminel complice, le régime marocain les applique à la lettre en ce qui concerne le Sahara occidental. C'est donc le statu quo, c'est donc la répression à outrance, c'est donc l'emprisonnement des militants sahraouis pour les uns et militants palestiniens pour l'autre. Et bien entendu, cela en dépit du droit international, lequel droit international est, comme vous le savez, piétiné, foulé aux pieds par les deux régimes en question. Et j'ajouterai pour compléter ce triste tableau, c'est que ce sont les deux seuls régimes au monde, les deux seuls États au monde qui ne respectent pas les résolutions des Nations Unies. Il y en a plus de 300 concernant le régime sioniste qui résolution du Conseil de sécurité qui enjoint au régime sioniste d'appliquer le droit international, de respecter les Palestiniens dans leur existence au niveau de la Palestine historique. Pour l'un, les mêmes résolutions en quantité moindre, parce que tout simplement c'est plus récent, en ce qui concerne les régimes marocains d'occupation, et ni l'un ni l'autre ne sont contraints de respecter ces résolutions du droit international. Alors justement, vous avez donc insisté sur ce statu quo que tente de maintenir donc le Maroc concernant la question sahraoui. Il y a quelques mois, quelques semaines, le mandat de la MINURSO a pris fin. Il arrivait donc à terme. La MINURSO qui aujourd'hui est quelque part en débat, va-t-elle rester, va-t-elle partir, va-t-elle être réadaptée? Aujourd'hui, le Maroc plaide justement pour une fin de mission, mais l'Algérie, par contre, plaide pour une réadaptation de la MINURSO. Quelle est la solution, monsieur Ayachi? La position, la demande de l'Algérie pour maintenir la MINURSO et la réadapter, la recadrer,
est d'abord conforme au droit international. Elle est conforme aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. La MINURSO n'est pas née ex nihilo, elle n'est pas née à partir de rien du tout. Elle est née parce que suite à la signature du cessez-le-feu en septembre 1991, lequel cessez-le-feu était donc accompagné d'une résolution du Conseil de sécurité qui enjoint, qui recommande, qui ordonne l'organisation d'un référendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui, parce que tout simplement c'était la condition qu'imposaient les Sahraouis pour signer les cessez-le-feu, alors qu'il était militairement vainqueur sur le terrain. Et donc, à partir du moment où il y a eu cette résolution des Nations Unies qui crée la MINURSO, et puis, comme vous le savez, il est bon de le rappeler pour nos auditeurs, que l'acronyme de la MINURSO veut dire Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Donc, elle est née expressément pour organiser le référendum au Sahara occidental. Et originellement, la MINURSO avait deux missions. Un, veiller au respect du cessez-le-feu qui venait d'être signé en septembre 1991. Deux, organiser le référendum de détermination. Hélas, on aurait pu ajouter, comme les autres entités onusiennes, un troisième volet, celui de protéger, de faire respecter les droits de l'homme. Cela n'a pas été fait et c'est aujourd'hui, j'allais dire, un handicap majeur pour protéger les Sahraouis qui se trouvent dans les territoires occupés du Sahara occidental. Mais aujourd'hui, vous l'avez bien dit, parce que en fait, le régime marocain, grâce aux complicités dont il jouit ici et là, et notamment au sein du Conseil de sécurité, a quasiment vidé de sa substance la mission de la MINURSO. La MINURSO, donc les deux missions dont on parlait, le cessez-le-feu n'existe plus, et le référendum, on l'attend depuis 34 ans maintenant. Et par conséquent, les uns disent, si, la MINURSO existe tant qu'existera la résolution des Nations Unies qui a recommandé l'organisation du référendum d'autodétermination. Il faudrait une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'ils puissent dissoudre, si tant est qu'ils peuvent les dissoudre, la MINURSO. C'est vrai que certains disent elle coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent, mais elle a le mérite d'exister. Demain, les choses peuvent évoluer au niveau des Nations Unies. La MINURSO est déjà en place. Et elle peut, d'une certaine façon, assumer une mission ou une autre, parce qu'elle peut aussi, cela n'est pas interdit, de se voir attribuer une autre mission peut-être un peu plus, j'allais dire, corrigée, modifiée, selon la conjoncture et selon la situation du dossier. Alors justement, cette réadaptation, on le disait, pour laquelle plaide l'Algérie, on a vu il y a pratiquement un mois maintenant, c'est l'ambassadeur de l'Algérie aux Nations Unies, M. Benjamin, qui a plaidé justement pour cette réadaptation des missions de la MINURSO. Quelle vision pour cette réadaptation, M. Layachi? Vous avez parlé des droits de l'homme, vous avez parlé d'autres missions à attribuer à la MINURSO. Quelles sont ces missions et comment on peut la restructurer aujourd'hui pour plus d'efficacité, puisque vous avez dit les deux missions pour lesquelles la MINURSO a été créée aujourd'hui ne se sont vraiment pas concrétisées? Alors, l'ONU, c'est quand même la maison du droit international. Les mécanismes onusiens sont bâtis sur le droit international, faire appliquer le droit international, parce que le droit international est le soubassement des relations internationales. C'est même la mission des Nations Unies, dès leur création, d'assurer la paix et la sécurité à travers le monde grâce au droit international. Et par conséquent, la MINURSO, représentante des Nations Unies et de la volonté de la communauté internationale, est là pour travailler en direction de la paix et la sécurité dans la région, pour pouvoir organiser le référendum. Et donc, d'abord, compléter les missions de la MINURSO. C'est-à-dire, encore une fois, il est aujourd'hui tout à fait hallucinant, il est tout à fait intolérable, insupportable de voir comment les droits de l'homme sont violés quotidiennement dans les territoires occupés du Sahara occidental. C'est tous les jours qu'il y a des bastonnades, qu'il y a des arrestations arbitraires, qu'il y a des emprisonnements, qu'il y a trucs. Et puis surtout, vous l'avez dit vous-même, et c'est quelque chose d'incompréhensible, quelque chose
totalement inacceptable. Cette interdiction d'accès au territoire des territoires occupés du Sahara occidental, c'est comme s'ils l'ont torturé à huis clos, c'est comme s'ils l'ont bastonné à huis clos, il n'y a rien à voir, circuler, nous sommes chez nous. Ça, c'est en dépit du droit, bien entendu, puisque le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc. Et par conséquent, si, comme le demande l'Algérie, les missions de la MINURSO venaient à être élargies au moins à la protection et à la défense des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, et le Maroc sera rappelé à l'ordre d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a application de cette mission de la MINURSO qui, elle, doit faire rapport de ces violations au niveau du Conseil de sécurité et par conséquent des mesures par être prises. Encore que j'ajouterai que le Conseil des droits de l'homme à Genève, le Conseil des droits de l'homme est saisi de façon quasi régulière par des ONG internationales et par les Sahraouis eux-mêmes, avec des dossiers documentés, tout à fait vérifiés sur le terrain de ces violations, et par conséquent, le Maroc est interpellé de façon régulière sur ces violations. Malheureusement, il y a une réalité. Sachez que le pays qui préside actuellement le Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est le Maroc. D'ailleurs, une présidence qui a été dénoncée par bon nombre d'organisations internationales, justement pour ces violations des droits de l'homme. Cela est incompréhensible. Cela n'arrive pas à être accepté par les gens de bonne volonté, même par la communauté internationale. Comment voulez-vous qu'un pays qui colonise un territoire, qui perpètre de façon régulière des violations des droits de l'homme, puisse lui-même présider le Conseil des droits de l'homme? C'est un peu le loup dans la bergerie. Et par conséquent, cela est inacceptable. Voici, encore une fois, un paradoxe, pour ne pas dire une distorsion des mécanismes de l'ONU. Donc les distorsions des mécanismes de l'ONU et du droit international sont multiples, notamment concernant l'exploitation des ressources sahraouies. On se rappelle des dernières décisions de la Cour de justice européenne. Et à cette occasion, le Front Polisario, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a obtenu une victoire éclatante au nom du peuple sahraoui devant les juridictions européennes. C'est la haute chambre de la Cour de justice de l'Union européenne qui a émis donc son jugement définitif le 4 octobre 2024 sur le fait que la commercialisation et l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne est tout à fait illégal pour ce qui est des ressources naturelles sahraouis, puisque le peuple sahraoui n'a pas donné son consentement sur la chose. Et bien entendu, puisque cela est fait, cela présente le Front Polisario comme étant le représentant du peuple sahraoui et lui donne le droit d'ester en justice toutes les compagnies, tous les États qui violent ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est un jugement sur lequel nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission, tout comme ces autres décisions de la justice européenne et également cette dernière résolution du Parti populaire espagnol. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Ayachi, on parle donc aujourd'hui de la situation au Sahara occidental, du Maroc qui maintient le statu quo concernant le dossier sahraoui. Lorsqu'on parle donc de cette décision de la Cour européenne, vous l'avez mentionné en fin de première partie, qui interdit donc l'exploitation des ressources sahraouis sans l'accord du Polisario, donc qui est le représentant, c'est le seul qui a la légitimité quant au droit international d'exploiter, de vendre, d'échanger ces ressources du pays. C'est clairement énoncé dans le jugement de la haute cour de la Cour de justice de l'Union, la haute chambre de la Cour de la justice de l'Union européenne. Oui, les ressources naturelles sahraouies appartiennent au peuple sahraoui et rien ne peut se faire sans le consentement de ce peuple sahraoui, même si à un moment donné la Commission européenne a voulu trouver une sorte de gymnastique pour dire on a fait des consultations populaires. Non, la justice européenne a dit c'est le peuple sahraoui qui doit être consulté à travers son représentant légitime qui est pour lui devant les juridictions européennes. Et par conséquent, aujourd'hui, le jugement a donné un moratoire d'1 année
pour la Commission européenne, c'est-à-dire jusqu'à octobre 2025, où ils doivent adapter leur accord, si accord il y a avec le régime marocain, et en tout cas ne plus commercialiser les ressources sahraouis sans l'accord du peuple sahraoui, qui doit être expressément et être fait de façon juridiquement acceptable sous la tutelle du représentant légitime qui est le Front Polisario. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que les pays européens respectent leur propre justice, c'est-à-dire c'est la justice européenne, et je rappelle que le droit européen est supérieur au droit national en Europe, et par conséquent, tous les pays européens membres de l'Union européenne sont contraints de respecter le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, et par conséquent trouver une formule qui respecte ce jugement, qui respecte la volonté du peuple sahraoui. Alors, en dépit de cette décision de la Cour de la Haute Chambre, de la Cour de justice européenne, il y a quand même des pays qui continuent à violer cette décision, à violer les décisions de justice, et continuent donc de commercer, d'échanger, de vendre et d'acheter ces ressources sahraouis sans l'accord du Polisario. Pire encore, vous avez des pays qui annoncent des investissements décidés avec le Maroc sans l'accord du Polisario au sein même des territoires occupés. Monsieur Ayachi, comment on peut expliquer cela? On l'explique tout simplement par le fait qu'il y a un non-respect du droit international, et c'est là qu'on doit comprendre pourquoi la réaction de l'Algérie a été vive et vigoureuse. Parce que tout simplement, ne pas respecter le droit international dans le conflit du Sahara occidental et ailleurs, mais aujourd'hui notre sujet c'est le Sahara occidental, c'est tout simplement d'une certaine façon alimenter la guerre qui se trouve au Sahara occidental entre l'armée de libération du peuple sahraoui et l'armée du régime marocain. Or, ce conflit armé qui se déroule à nos frontières, et par conséquent, à Dieu ne plaît, il peut déborder sur nos frontières. Donc il s'agit pour l'Algérie d'un problème de sécurité nationale. Et on voudrait, autant que faire se peut, ne pas encourager, ne pas attiser ce conflit. D'une certaine façon, travailler pour qu'on trouve une solution définitive. Et cette solution définitive ne peut être trouvée que dans le cadre du droit international. Or, aller, comme le font, comme le fait le gouvernement français, aller proposer, et je parle du gouvernement français puisque la dernière nouvelle, c'est l'Agence française de développement, qui dépend du ministère français des Affaires étrangères, qui a annoncé l'investissement de 150 millions d'euros au Sahara occidental. Investir au Sahara occidental, c'est tout simplement encourager la colonisation du Sahara occidental. C'est-à-dire encore, d'une certaine façon, appeler à une réactivité de l'armée de libération du peuple sahraoui, c'est-à-dire attiser le conflit. Ça n'arrange pas l'Algérie. D'abord, c'est contraire au droit international, mais pour nous, c'est une atteinte pour notre sécurité nationale. Et par conséquent, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous avez un membre permanent du Conseil de sécurité qui doit travailler dans la mission. Avoir un statut permanent n'est pas une médaille qu'on porte. C'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de la communauté internationale. C'est travailler pour la paix et la stabilité au niveau international. Or, aller faire des investissements au Sahara occidental, c'est tout simplement travailler contre la stabilité et la sécurité dans la région. C'est intenable, c'est insupportable pour ce qui est d'une atteinte au droit international, et ce n'est pas du tout en notre faveur pour ce qui est de notre sécurité nationale. Voilà le problème qui se pose. Et de cette façon, il faudra dénoncer ces comportements quasiment irresponsable du gouvernement français qui annonce des investissements, qui reconnaît une souveraineté en dépit du droit international, qui d'une certaine façon attise le conflit au Sahara occidental et bien sûr porte atteinte au droit international.
quand cela vient des membres permanents du Conseil de sécurité, cela montre toutes les incohérences, tous les paradoxes, j'allais dire l'incompatibilité de ces actions avec le droit international dont ils sont responsables d'en assurer le respect et la protection. On revient donc encore une fois à cette nécessaire refonte du système des Nations Unies, de l'ONU. Bien sûr, bien sûr. D'abord, j'allais dire, il faudrait peut-être travailler dans la sérénité, c'est-à-dire respecter ce qui existe et aller vers un truc. La refonte, quand on parle de refonte du système des Nations Unies, il me semble, selon les experts, c'est d'abord l'élargir, c'est d'abord l'ouvrir à des pays qui n'étaient pas présents lorsque ce système a été mis en place. Et par conséquent, aujourd'hui, s'il y avait plus de membres permanents du Conseil de sécurité, peut-être qu'on n'en serait pas là, parce que tout simplement, ce nombre plus important des membres permanents aurait permis de passer du chapitre 6 qui fait des résolutions non contraignantes au chapitre 7 qui fait des résolutions contraignantes. Si les résolutions du Conseil de sécurité concernant l'entité sioniste et le régime marocain étaient prises sous l'égide du chapitre 7, aujourd'hui, l'entité sioniste et le régime marocain seraient contraints d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Ce n'est pas le cas, parce que tout simplement, il y a des membres permanents du Conseil de sécurité, en grande majorité, qui sont complices du régime sioniste et du régime marocain. Voilà pourquoi il faut aller vers la refonte de ces mécanismes, de ce Conseil de sécurité et de l'ONU en général, pour permettre justement la participation d'États qui ont émergé depuis maintenant 80 ans et qui aujourd'hui peuvent faire l'équilibre à l'intérieur des Nations Unies en réformant les mécanismes de l'institution onusienne. Alors en parallèle, le Maroc, donc d'un côté, viole et continue d'avoir des soutiens donc pour ces violations des droits de l'homme et de la légalité internationale au Sahara occidental, mais il continue d'essuyer des défaites. Dernière en date, c'est cette résolution qui a été présentée par le Parti populaire espagnol et qui met fin, disons, aux espoirs du régime marocain d'avoir le contrôle de l'espace aérien du Sahara occidental. C'est donc une proposition qui appelle le gouvernement espagnol à maintenir la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental et qui est passée au Parlement espagnol. Une victoire, on peut dire, monsieur Grande Ayachi. victoire, encore une de plus. Une victoire du droit international, une victoire d'abord de la rationalité des décisions politiques, une victoire de la responsabilité historique de l'Espagne. Mais laissez-moi vous dire, l'Occident en général, puisque il est en grande partie la cause de toutes ces distorsions, de tous ces dysfonctionnements, se qualifie comme étant des démocraties. Les démocraties, ça vient du grec, démos, le peuple au pouvoir. Or, c'est la volonté populaire qui existe dans ces pays-là. Vous avez vu comment, en Espagne, vous avez 80% du peuple espagnol qui soutient les Sahraouis. Vous avez 3/4 de la classe politique espagnole qui soutient le peuple sahraoui. Et tout simplement, de par la volonté de l'exécutif espagnol mené par le Parti socialiste espagnol, même à l'intérieur du Parti socialiste espagnol, il y a une large frange qui est contre Pedro Sánchez. Et donc, M. Pedro Sánchez, je ne sais au nom de quel pouvoir qui lui est dévolu, voudrait céder l'espace aérien sahraoui au contrôle du régime marocain. Or, le droit international est très clair sur ce question. L'Espagne reste au regard du droit international, au regard des Nations Unies comme la puissance administrante du Sahara occidental. L'Espagne est toujours la puissance administrante du Sahara occidental au regard des Nations Unies. Et par conséquent, le ciel sahraoui est de la responsabilité du gouvernement espagnol et ne peut en aucun cas être de la responsabilité du gouvernement marocain. Évidemment, un transfert ne peut se faire. Aucun transfert, y compris, il a été refusé non seulement, comme vous l'avez dit, par donc le Parlement espagnol et une large frange des partis politiques espagnols, mais aussi par l'agence onusienne qui gère les espaces aériens dans le monde. Donc c'est une nouvelle victoire, pour le peuple sahraoui, parce que tout simplement, encore une fois, du point de vue du droit international, comme vous le savez,
le problème du Sahara occidental est très clair. Régime, territoire non autonome, et par conséquent, la population de ces territoires non autonomes, tel qu'il est qualifié sur les tablettes des Nations Unies, est en droit de bénéficier de l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui puisse lui permettre de choisir librement son destin. Cela est dit, c'est gravé dans le marbre et personne ne peut le modifier. Donc la priorité aujourd'hui, M. Ayachi, c'est de réactiver, de réadapter la MINURSO, comme l'a demandé l'Algérie? Tout à fait, tout à fait. La MINURSO d'ailleurs doit exister, doit continuer d'exister puisqu'elle a existé de par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies et une décision du Conseil de sécurité. Et deuxièmement, oui, l'Algérie plaide parce que cet élargissement de la MINURSO, cette redéfinition des missions de la MINURSO est nécessaire pour faire évoluer. C'est la priorité, ça doit être la priorité, Monsieur Ayachi, ça doit être la priorité pour le Front Polisario, pour les militants donc qui soutiennent la cause sahraoui, la réadaptation, la réactivation de la MINURSO. Bien sûr, c'est un volet important du dossier, puisque de toute façon, la MINURSO est un aspect de la solution du conflit du Sahara occidental, puisque c'est un instrument des Nations Unies qui puisse participer à trouver la solution juste et définitive dans le dossier. Et par conséquent, il faut aujourd'hui, ayant montré ses limites de façon flagrante, la MINURSO doit se voir redéfinir ses missions, puisqu'elle reste toujours partie prenante de la solution. Merci, Monsieur Ayachi. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Saïd Ayachi est président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.